Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous. Nous sommes donc samedi 6 mars 2021 et vous assistez à la 3e conférence de presse de la coordination Santé Libre. Le port du masque en classe. Après étude de la bibliographie internationale, car c'est ça notre travail, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe sur le terrain, de le mettre en relation avec les études et d'essayer d'avoir une vision et une observation très objective de ces études. Nous avons toutes les raisons de penser que le rapport bénéfice-risque du port du masque en classe est très négatif et fait beaucoup de tort à nos enfants sans améliorer la protection de la population. Ils sont sans aucun doute, ces enfants, les premières victimes des effets néfastes du port du masque en permanence. Les mesures d'oxymétrie réalisées par plusieurs observateurs dans plusieurs pays ou encore des mesures de l'air expiré sous un masque nous inquiètent beaucoup quant aux effets délétères, sans parler bien entendu des effets secondaires ORL et dermatologiques largement rapportés par nos confrères et par les parents. Si seulement ce port de masque en classe était réellement efficace pour enrayer la contagiosité du virus, on pourrait peut-être accepter certains effets indésirables. Mais nous savons qu'il n'en est rien. En effet, s'il y a bien un endroit où la contagion est particulièrement basse, c'est bien dans les classes quand les enfants sont sagement assis à leur place en train de travailler. Si les enfants peuvent peut-être se transmettre le virus, ce serait plus sûrement en dehors des heures de cours. Alors pourquoi les contraindre inutilement pendant les cours, au moment où ils ont le plus besoin d'être concentrés, avec une oxygénation cérébrale optimale? Sans parler évidemment de l'impact psychologique de cette muselière, ou encore de la toxicité des microparticules présentes dans les masques, que le ministère de la Santé n'a toujours pas évalué. Le CSI demande donc instamment que le gouvernement supprime l'obligation du port de masque en classe afin que les enfants puissent étudier sans cette contrainte inutile et inefficace en termes de santé publique. Nous réclamons également des études sur les impacts médicaux et psychologiques de ces masques chez des enfants en pleine croissance. Le port du masque est un acte médical et sanitaire et à ce titre doit répondre aux mêmes critères que n'importe quel traitement. Des études fiable et clair sur son service médical rendu et sa balance bénéfice-risque qui apparaît très négative chez nos enfants. Si le gouvernement devait persister dans ces règles injustes et infondées, il est certain que les parents auront à cœur de lui demander des comptes, c'est déjà en cours, et ces derniers doivent savoir qu'ils auront l'appui plein et entier du conseil scientifique indépendant qui pourra leur apporter toutes les références bibliographiques pour appuyer leurs plaintes et faire valoir leurs droits. Nous sommes donc disponibles pour les questions. Oui, moi j'avais une question par rapport au port du masque en classe. Est-ce que vous préconisez le protocole recommandé par Carlo Busa, l'opération Oxychild, donc avec la mesure de l'oxymètre par les parents le matin avant d'aller à l'école, et puis la mesure le soir à la sortie de l'école? Alors, Martine va vous répondre de façon plus détaillée sur ce protocole et sur la position que peut avoir les coordinations. Au niveau du conseil scientifique, nous avons beaucoup discuté de cette question. Et pour nous, il n'est pas question d'attendre des tests pour enlever le masque en classe. Qu'il y ait des études qui soient faites pour savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moins bien, etc. Mais primum non nocere. Aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve de l'intérêt épidémiologique. Nous savons que la balance bénéfice-risque chez les enfants du port du masque en classe est négative. Donc il n'y a pas de raison d'attendre des hypothétiques études. On nous a déjà fait le coup avec Discovery, pour lesquelles on n'a jamais eu les réponses. Je pense que ce n'est pas utile d'attendre ça pour prendre la décision de la mesure. Ce qui n'enlève rien à l'intérêt de cette étude. Pour la prise de conscience notamment des parents. Alors, je vais compléter peut-être les réponses la réponse qui vient d'être faite et peut-être aussi tout à l'heure, Olivier Boumandi, vous avez mis en évidence les répercussions très importantes du port du masque constant chez les petits à l'école. Et c'est vrai qu'il vient d'avoir en plus une enquête, il y a eu 600 professionnels de la petite enfance qui ont été interrogés. Et les réponses à ces questionnaires sont absolument incroyables, avec toutes les conséquences socio-affectives, les conséquences sur la communication et l'interaction entre les enfants. Donc oui, je vais complètement, bien évidemment, dans le sens, et nous faisons confiance dans ce collectif au Conseil scientifique indépendant. Donc nous souhaitons au plus vite que l'Éducation nationale
écoute les recommandations du Conseil scientifique indépendant. Pour vous répondre précisément par rapport aux actions mises en place par Réaction 19, le collectif Enfance et Liberté, en effet, l'éveil de tous les parents est absolument important. Et pour aller au-delà de ce qui a été fait par Maître Brusa, qui récolte et qui continue à récolter, en effet, les mesures de saturomètre, enfin de taux d'oxygène le matin et après le port du masque pendant plusieurs heures par les enfants, à différents endroits, et y compris en Alsace, nous allons reproduire une étude avec le même protocole, mais en présence d'une équipe, d'un médecin généraliste, d'infirmiers libéraux qui seront présents. On va reconstituer une classe, mais aussi en présence d'un huissier qui pourra complètement valider les mesures avant et après ce port de masque. Je pense que c'est très important et on a déjà une petite idée des résultats. La parole est au docteur Olivier Boumandil. Je vais vous présenter le travail de notre cellule de réflexion et le travail qui a été partagé ici auprès de tous les membres de la coordination santé. Donc, on a, à la demande de la coordination, on a mené un travail sur les masques qui est assez considérable, vu ce qui s'est passé ces 12 derniers mois. Et j'ai essayé ici de synthéser un peu notre réflexion, en particulier devant la généralisation du port du masque à tous les niveaux dans notre pays, dans la rue, dans les écoles, en dehors des zones typiquement à risque, que sont les centres de soins où se trouvent les patients les plus vulnérables. Alors c'est particulier comme moyen de réduction des risques, puisque ça consiste à protéger tout le monde et surtout les moins vulnérables à cette infection. Et que c'est un moyen, le masque, qui n'évite ni le contact, ni la vectorisation, une fois qu'on a touché le masque, ou par la transmission manuportée, pour laquelle il y a bien sûr le gel hydroalcoolique, et que la transmission est actuellement un processus sur lequel les chercheurs continuent de beaucoup travailler et qui est partiellement codé. Au point de vue efficacité comparée des masques, vous avez ici deux petits schémas, un schéma que vous connaissez tous sur les différents types de masques et leur niveau d'ultrafiltration. Les masques qui sont utilisés sont les masques chirurgicaux de type 1, de type 2, les masques qu'on appelle les 1R et les 2R, et qui protègent progressivement entre 90% et 98%. Vous avez la taille de la particule à côté. En gros, en bleu, c'est une bactérie. En tout petit, c'est le plus petit virus, le parvovirus. Et bien sûr, le SARS-CoV-2 n'est pas sur cette planche parce que vous ne voyez pas, il mesure entre 9 et 12 nanomètres. L'efficacité des masques portés est une efficacité qui a été jugée dans le fait d'aller de l'intérieur vers l'extérieur, pour ne pas contaminer les gens. Et c'est une capacité d'ultrafiltration. Et bien sûr, quand on s'intéresse à l'efficacité des masques portés par des malades atteints du Covid-19, vis-à-vis de la contamination potentielle d'autres sujets, on a vraiment du mal à trouver dans la littérature des données spécifiques sur ce sujet. Il va préciser ça sur l'ultrafiltration, donc je vous ai dit virus de très petite taille, qui est transporté par les gouttelettes, en fait, dans ce qu'on appelle l'aérosolisation, dans l'aérosol, les petites gouttelettes de salive, qui mesurent entre 5 et 10 micromètres, et ces gouttelettes, normalement, ne passent pas les masques. Mais quand on s'intéresse de plus près à ce problème-là, la taille des gouttelettes qui est définie dans ce type-là, et la taille du virus qui est normée à 3 micromètres, on n'a que l'information du sens intérieur vers extérieur, bien sûr, et les masques protègent, pour ce qui est des masques chirurgicaux, 95% jusqu'à 98% dans les deux types de masques chirurgicaux, et le seul masque qui protégerait absolument à 99,9%, c'est le masque qui est utilisé en NRCB, et qui est ce masque que vous avez à droite sur la photo, qui s'appelle le masque au code. Très peu d'études comparatives
sur les différentes qualités de masques, surtout quand on s'intéresse aux masques d'importation suspects et aux masques qui rentrent un peu de tous les côtés. Si vous achetez au marché Opus, vous comprenez bien que vous n'avez pas le même type de masque, un masque chirurgical que vous trouvez au bloc opératoire. Cette étude à Basique est une étude danoise qui est très intéressante parce qu'elle a comparé avant et après port du masque ce qui se passait en cherchant à démontrer que avant et après port du masque, il y avait un gain d'efficacité de 50% dans le risque de se contaminer. Et ce qui sort de cette étude, c'est une absence de différence significative au seuil de 50%, c'est-à-dire que la protection conférée est d'un peu moins de 50%. Et c'est curieux, parce que les gens qui portent un masque pensent être protégés à 100%. Et ça induit des attitudes qui sont un peu contre-productives, dans la mesure où deux personnes qui portent le masque et qui se connaissent bien vont avoir tendance à se rapprocher en se pensant sécures. Point de vue toxicologie, c'est des études un petit peu plus fines, mais qui ont montré que certains types de masques pouvaient contenir des nanoparticules d'argent à visée antiseptique. Bien sûr, c'est des masques qu'on dit isolants ou avec application d'un film antiviral ou des particules de dioxyde de titane. Et ça a été le cas d'une société belge qui s'appelle la société Arox qui a dit très récemment mieux vaut porter ce masque que pas de masque du tout. Mais il y a à présent des masques alternatifs disponibles et mieux vaut porter un autre masque que le nôtre. Et puis finalement, face à la toxicité potentielle des masques de la société Arox, les autorités ont décidé de le retirer de la circulation le 24 février. Ça, c'est le comportement vis-à-vis du port du masque dans l'Union européenne. Alors, les couleurs sont les personnes qui portent tout le temps le masque en vert et les personnes qui ne le portent pas du tout en bleu. Et vous voyez qu'en Suède, c'est normal, puisqu'en Suède, on a fait appel à la responsabilité des gens, beaucoup de gens ne portent pas le masque et le port du masque systématisé est de l'ordre de 10%. Ça s'est un peu accentué récemment sous l'impulsion de l'Académie de médecine suédoise. Mais quand on monte vers les pays où le masque est porté systématiquement, on trouve presque en haut la France et au maximum l'Espagne. Vous voyez que le port du masque systématique et généralisé en France, c'est de l'ordre de 90% aujourd'hui. Il y a bien sûr, en dehors de ce fait de porter le masque, un principe de proportionnalité qui consiste à porter le masque parce que ça augmente la distance, le risque de franchir la distance interpersonnelle critique. C'est sûr que quand vous voyez quelqu'un avec un masque, vous n'avez pas envie de trop vous rapprocher spontanément. Et donc c'est beaucoup là-dessus qu'on a joué, et avec une certaine proportionnalité qui consiste à réduire la mobilité des gens au maximum, Portugal, Angleterre actuellement, ou alors à réduire l'exposition au maximum, la Chine, quand même malade, on le prélève, et des situations intermédiaires où vis-à-vis de la transmissibilité du risque de contamination et de contagion, on est dans des zones plus incertaines. La mise en application des mesures, je vais vous passer le film des prises de décision et de l'application des masques, vous travaillez sans masque, mais c'est pas risqué, pas de port de masque systématisé, ça sert à rien, il faut porter le masque un peu plus, on va vous les fournir, et puis on vous les fournit pas, mais vous allez les acheter, et puis finalement, un gouvernement qui impose le port du masque à tout le monde, dans les lieux publics jusqu'à l'âge de 11 ans, et c'est Patrick Pelloux qui finalement appelle la population à porter le masque tout le temps, même dans la rue, le 20 juillet. Et ces recommandations en matière de port du masque ont cessé d'évoluer, de changer et de donner lieu à des controverses, qui d'ailleurs alimentent l'idéologie ambiante. Cette obligation de porter le masque en extérieur, on a décidé de la laisser aux soins des préfets qui peuvent imposer la décision du port du masque en extérieur, c'est-à-dire en forêt, dans les parcs, et où finalement le préfet souhaite imposer cette décision. Les effets néfastes du masque, une étude qui a été publiée sur 343 professionnels de santé et qui génère des maux de tête dans un quart des cas, de la sécheresse nasale oculaire et qui perturbe la flore cutanée. Vous avez tous en mémoire ces images d'impétigo, d'infections, des abcès des choses de ce genre, et qui génèrent aussi, dans 5% des cas, des troubles cognitifs, savoir des troubles de concentration, d'attention, etc. 9 personnes sur 10 interrogées dans le personnel de santé se plaignent de ce genre d'affaires. Les conséquences psychiatriques, port du masque, suscitent ce qu'on appelle une indifférenciation
de la communication. Il est difficile de communiquer avec les yeux, essayez de lire la vérité dans les yeux d'un autre, vous verrez. La difficulté de perception, l'angoisse, la peur, la colère sont masquées et difficiles aussi à détecter pour les soignants. C'est-à-dire qu'on ne voit pas quelqu'un, des cris de détresse sous un masque, c'est un changement du mode relationnel. L'accès est difficile pour les états de dissociation, les tensions qui sont plus difficiles à diagnostiquer et de façon prévisionnelle, il a été établi dans une étude que le taux de chômage mondial devant s'accroître, aux alentours des 5%, c'était une estimation en marge haute, on prévoyait un taux de suicide accompli qui allait également s'élever et qui serait de l'ordre de 10 000 sur une prévisionnelle de 5%. C'est-à-dire que si le taux de chômage monte à 15%, vous ferez vous-même les conclusions. Les recommandations en pédiatrie. En pédiatrie, la Société française de pédiatrie a recommandé le 14 septembre 2020 qu'il était urgent de rappeler combien les bénéfices éducatifs et sociaux apportés par l'école étaient très supérieurs au risque d'une éventuelle contamination par le Covid-19 chez l'enfant en milieu scolaire. Une diapositive que je n'ai pas mise ici, c'est le taux de mortalité avec l'âge et qui s'effondre quand on va dans les tranches d'âge les plus faibles. Au-dessous de 15-10 ans, il n'y a quasiment pas de mortalité et les infections ne donnent pas lieu à des phénomènes cliniques bruyants, ce qui est plus ou moins synonyme d'une charge virale faible. L'OMS et l'UNICEF ont d'ailleurs ratifié ces recommandations en disant que la capacité pour l'enfant d'utiliser un masque correctement en toute sécurité était assez faible. Il n'y a qu'à voir les enfants, comment ils pratiquent le masque à l'école, en cours de récréation, pour voir ce qu'il en est. Pas tous. Et ainsi, le décret du 29 octobre 2020 est en totale contradiction avec les recommandations de l'OMS qui recommande le port du masque chez les jeunes enfants comme devant demeurer une exception. C'est l'OMS et l'UNICEF qui le disent. L'impact psychologique sur les enfants, il est assez grave. Les masques faciaux bloquent chez le tout petit, sous l'âge de 8 mois, ce qu'on appelle la signalisation, c'est-à-dire que l'enfant est incapable de percevoir les mouvements des lèvres de sa mère, et ces procédés de signalisation sont essentiels dans le développement psychomoteur de l'enfant. Les enfants semblent aussi moins attentifs et s'impliquer moins dans les échanges, ce qui conduit à l'appauvrissement des interactions. Dès qu'ils ôtent leur masque, les professionnels de l'éducation, les maîtres d'école, observent que ces enfants sont plus attentifs, plus éveillés, plus interactifs. Donc il y a quand même un facteur presque déclenchant. Ils regardent mieux les visages, la bouche de l'adulte, et actuellement, on voit dans les milieux associatifs se développer, et c'est une chance, je pense, des parents dans toute la France qui se sont rassemblés sous la bannière d'un collectif qui s'appelle le Collectif National Enfance et Liberté, et qui se joignent au collectif des patients atterrés du 72, c'est la Sarthe, je crois. Ils saisissent ensemble le Conseil d'État en référé au sujet du décret du 15 janvier 2021 qui a prolongé le décret du 29 octobre en permettant de masquer les tout petits à l'école. Voilà, je vais rendre le micro. Merci beaucoup.